Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous le résumé du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On va essayer de résumer ce roman chapitre par chapitre, mais comme il y a 49 chapitres, on va essayer d'être bref et de dégager l'essentiel dans chaque chapitre. Nous savons très bien que ce roman raconte l'histoire d'un condamné à mort entre deux moments extrêmes, à savoir le procès ou le moment de la condamnation à mort et le dernier moment, le moment de l'exécution. Entre ces deux moments, il y a une succession de souffrances et de tortures physiques et morales du personnage. Victor Hugo veut justement insister sur cette souffrance du condamné afin de mieux persuader le lecteur et surtout ceux qui jugent et qui condamnent de la nécessité d'abolir la peine de mort. À travers toute l'histoire, nous allons donc assister en tant que lecteur sensible à la souffrance d'un condamné qui marche lentement vers la guillotine. Cette souffrance qui s'inscrit dans le temps, s'inscrit aussi dans l'espace, puisque le personnage change de lieu et s'approche de plus en plus du point final, le point où il a un rendez-vous avec la guillotine, le point de la mort. Puisque du palais de justice où il va être condamné à mort, il sera transféré après à Bicêtre, où il va passer 6 semaines, avant d'être transféré au dernier jour à la prison de la Conciergerie de Paris, qui se trouve à proximité de l'hôtel de ville, et devant l'hôtel de ville, il y a la place de Grève. Donc, Victor Hugo veut insister ici sur la souffrance progressive et graduelle du personnage et cette prise de conscience qu'il a que sa vie s'écoule petit à petit et que le temps, que les lieux se rétrécissent de plus en plus autour de lui et qu'il va lentement vers le point final, là où va se terminer sa vie. Et donc, chaque chapitre de ce roman doit être l'occasion pour Victor Hugo de mettre en relief un argument ou plusieurs arguments contre la peine de mort. On commence donc par le premier chapitre qui situe l'action à Bicêtre et qui nous surprend un petit peu parce que il nous déstabilise en tant que lecteur habitué à lire des histoires qui commencent toujours par ancrer les personnages dans un espace et dans un lieu, par décrire le décor dans lequel va se dérouler l'action. Mais ici, nous sommes plongés dès la première page du roman dans le tragique, avec cette phrase qui a une tonalité tragique justement, condamné à mort. Et cette phrase est précédée par une indication de lieu, Bicêtre. Le narrateur se trouve à Bicêtre et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est qu'il est condamné à mort. Et cette idée devient une obsession. Elle ne le quitte jamais. D'ailleurs, il utilise l'allégorie pour dire que cette idée, l'allégorie, dès la première phrase, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, et une autre phrase à la page 40 où il dit « seule et jalouse ». C'est une idée jalouse, pourquoi ? Parce qu'elle chasse toute autre idée.
Alors le premier argument que l'on peut extraire de ce chapitre est que la peine de mort ou la conscience de la mort est une conscience tragique, terrible, quand elle devient une obsession qui ne quitte pas l'esprit du narrateur. Dans le deuxième chapitre, si vous avez la même édition, donc c'est la page 41, deuxième chapitre commence par « C'était une belle matinée d'août ». C'était par une belle matinée d'août. Ce chapitre, contrairement au premier chapitre, commence sur une note plutôt positive. Et pourquoi une note positive? Donc, nous sommes en août et c'est à ce moment-là que va se dérouler le procès du narrateur. Un procès qui va durer 3 jours. Et dans ce texte, le narrateur nous raconte le 3e jour de son procès, c'est-à-dire le moment où il va être condamné à mort. Et s'il met en valeur la beauté du jour, c'est justement pour mettre en valeur ce contraste entre la beauté du jour et le destin qui va être le sien, à savoir la condamnation à mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre? Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est surtout le fait que la condamnation ou le procès du personnage se déroule en public. Le narrateur parle à ce moment-là non pas de personnes, de gens ou d'hommes et de femmes, mais de spectateurs. Dès le début, on peut lire les phrases suivantes. « Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. » Le narrateur met en valeur ici, à travers la comparaison comme des corbeaux autour d'un cadavre, met en valeur que les humains qui viennent assister à son procès ont perdu leur humanité. Ce sont des personnes qui se sont ravalées au rang d'animaux, des corbeaux, et qui n'ont aucune sensibilité. Et que ce ne sont que des spectateurs, c'est-à-dire des gens assoiffés de sang qui viennent prendre plaisir à voir quelqu'un condamné à mort. Cette présence des spectateurs pour le plaisir est une véritable source de souffrance pour le narrateur, et on va le découvrir après la condamnation à mort. Cette idée peut être formulée aussi concernant les derniers chapitres, les chapitres de l'exécution, où les spectateurs sont toujours là, mais cette fois-ci pour assister à la scène d'exécution. À la fin de ce 2e chapitre, le narrateur donc sort du palais de justice. Il est perturbé, il est bouleversé, il est stupéfait parce qu'il ne s'attendait pas à une condamnation à mort. Mais pour se consoler, au chapitre 3, il accepte plus ou moins sa condamnation en produisant 2 raisons. La première est que nous sommes tous condamnés à mort. Il dit dans la phrase « Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis ». Et la deuxième raison est qu'il n'a rien à regretter, puisque s'il n'était pas condamné à mort, il serait condamné aux travaux forcés, et donc sa vie ne serait pas une vie normale comme celle qu'il avait l'habitude de mener auparavant. Au chapitre 4, le narrateur arrive donc à Bicêtre et il nous fait la description de Bicêtre. C'est une description que l'on peut diviser en 2 parties. Une partie positive, puisqu'il voit Bicêtre de loin, une partie négative lorsqu'il s'approche de Bicêtre. Alors, vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Donc, quand il voit Bicêtre de loin, il voit comme une sorte de château de roi,
et nous avons tout un vocabulaire amélioratif pour décrire le château comme majesté. Nous avons également le mot splendeur et nous avons un air de château de roi. Et puis juste après, nous avons mais, M-A-I-S, qui indique une opposition, donc qui indique une opposition entre la vision de loin, qui est une simple illusion, et la vision de près, qui fait apparaître la réalité telle qu'elle est. Mais à mesure que vous vous approchez, et là vous avez remarqué que le narrateur utilise le vous comme indice de l'énonciataire, ce vous qui s'adresse aux lecteurs, mais aussi à tous ceux qui jugent et qui condamnent, pour les impliquer dans l'histoire et dans le texte. Mais à mesure que vous vous approchez, le palais devient masure, les pignons dégradés blessent l'œil. Alors vous avez cette hyperbole, blesse l'œil, qui met en valeur le caractère dégoûtant et indésirable de cette prison quand on la voit de près. Donc ce chapitre 4, c'est un chapitre purement descriptif puisqu'il décrit Bicêtre. Et pour revenir un petit peu à l'argumentation de Victor Hugo, là nous avons quelques indications sur les conditions de vie d'un condamné à mort. Ce sont des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine et ne respectent pas un homme qui est à la fin de sa vie. Nous arrivons au chapitre 5, et là, c'est un chapitre qui fait logiquement suite au chapitre 4, puisque maintenant, au chapitre 5, le narrateur va entrer à Bicêtre. Et quand il entre à Bicêtre, il va découvrir en fait un monde tout à fait nouveau pour lui, et il va découvrir deux types de personnes. Les premiers, ce sont les geôliers ou les guichetiers, n'est-ce pas? Et les autres sont les prisonniers. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit des guichetiers? Il reçoit d'abord de la violence, puisque le texte commence par « à peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi ». Donc cette violence exprimée par l'hyperbole des mains de fer, qui est en même temps une synecdoque, puisque les mains de fer désignent les guichetiers ou bien les geôliers. Donc le narrateur reçoit donc de la violence physique, et il reçoit un autre type de violence de la part des prisonniers, puisque ces prisonniers vont lui parler un langage auquel il n'est pas du tout habitué, à savoir l'argot. Et donc, il se trouve comme un étranger dans un lieu inhospitalier qui est la prison. Mais cette situation ne va pas durer, puisqu'il commence à se faire respecter, surtout de la part des guichetiers, qui comprennent que c'est un homme cultivé, bien éduqué, qui parle aussi le latin, et ils vont donc répondre à sa demande d'avoir des feuilles de papier, une plume, de l'encre et une lampe pour qu'ils puissent écrire. Et c'est ce qui nous mène directement vers le chapitre 6, où le narrateur se pose la question sur la nécessité ou non d'écrire son journal intime. Et là, nous allons pouvoir diviser ce chapitre en deux grandes parties. La première partie qui présente les raisons qui l'empêchent d'écrire son journal intime, et la deuxième partie, les raisons qui le poussent à écrire ce journal personnel. Alors nous allons insister dans ce chapitre sur les raisons qui vont le pousser à écrire son journal intime. Nous pouvons extraire trois bonnes raisons. La première, il dit « Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ?» Ça veut dire que ce qui est autour de lui ne mérite pas d'être écrit, mais
il a tellement de choses au fond de son cœur qui méritent d'être couchées sur du papier. La deuxième raison, dit-il, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Cette deuxième raison consiste à dire que l'écriture pourrait être une sorte de thérapie qui permet de soulager les souffrances, d'extérioriser et d'exorciser les douleurs du personnage. La troisième raison, et c'est la plus développée puisqu'elle prend à peu près la moitié du chapitre, c'est une raison qui ne concerne pas le narrateur, mais qui concerne surtout les criminels qui viendraient après lui. Puisque dans ce texte, le narrateur utilise des mots du champ lexical de l'enseignement à travers les deux mots enseignement et leçon. Il veut donc que ce journal intime soit une leçon pour tous ceux qui jugent et qui condamnent, pour qu'ils prennent en considération la souffrance qu'inflige l'idée même d'être condamné à mort au criminel, et donc ce journal intime pourrait, dans une certaine mesure, participer à l'abolition de la peine de mort. Le narrateur veut donc, puisqu'il ne peut pas sauver sa tête, voudrait sauver d'autres têtes. Or, au chapitre 7, à la page 53, le narrateur se remet en question et remet en question la dernière raison qu'il a avancée pour avoir une motivation pour écrire son journal intime. Donc il remet en question cette dernière raison et se dit je n'arrive même pas à sauver ma tête, comment pourrais-je sauver celle des autres? Au chapitre 8, c'est un chapitre qui se présente sous le signe du temps, puisque le champ lexical dominant est celui du temps, et c'est un chapitre où le narrateur compte le temps qui lui reste à vivre. Il fait le calcul, si vous voulez, du temps qu'il va vivre entre le moment de la condamnation et le moment de l'exécution, et arrive à la conclusion suivante: en tout 6 semaines. En tout 6 semaines, c'est dans le texte à la page 55. Et ce chapitre, pour ne pas oublier l'objectif principal, à savoir l'argumentation contre la peine de mort, ce chapitre met en valeur encore une nouvelle souffrance du narrateur, souffrance concernant la conscience tragique du temps qui passe et qui est en train de grignoter petit à petit ce qui lui reste de sa vie. Le chapitre 9 de la page 55 est un chapitre qui présente un argument très fort contre la peine de mort qui se rapporte surtout à la famille. Le narrateur dit cette phrase: « Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant ». La figure de style utilisée dans cette phrase est l'anaphore qui met l'accent sur les deux mots « je », la première personne, et « laisse », le verbe « laisser », « je laisse », et qui met en valeur un sentiment de culpabilité chez le narrateur, qui a l'impression et qui a la conviction plutôt que qu'il va laisser derrière lui, laisser tomber, on va dire, derrière lui, toute une famille. Et dans ce texte, le narrateur pointe du doigt la justice à 2 reprises en disant que c'est la justice qui est responsable du sort terrible réservé à sa famille, puisque cette famille va être à la fois déshonorée et ruinée. Je vous lis le passage. « J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes, quand elles fait, n'importe, on les déshonore, on les ruine, c'est la justice, c'est la justice.
Cette phrase, c'est la justice, contient une figure de style, c'est une antiphrase. Il y a un effet d'ironie ici, puisque le narrateur se moque de cette justice qui ruine et déshonore 3 femmes et qui, au fond, n'est pas une justice, mais plutôt une injustice. L'antiphrase est très révélatrice dans ce sens. Au chapitre 10, le narrateur nous fait tout simplement la description de son cachot, et c'est une description qui fait suite à la description, si vous vous rappelez bien, du chapitre 4, où le narrateur fait la description de Bicêtre vu de l'extérieur, et c'est toujours le même argument, à savoir que les conditions dans lesquelles évolue un condamné à mort sont des conditions terribles. C'est une souffrance avant même d'être exécuté. Et au chapitre 11, qui commence par la phrase suivante, « Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée, je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. » Le narrateur fait la découverte de sa cellule et donc il commence à promener sa lampe sur les murs et là, il découvre quelque chose d'effroyable. Il découvre que sur ces murs, il y a des traces laissées par les anciens condamnés à mort. Ce sont des écritures, ce sont des graffitis, ce sont des dessins écrits avec différents matériaux, de la craie, du charbon, etc. Et donc, il considère ces murs et ces traces sur les murs comme un livre. La métaphore du livre existe dans le premier chapitre, ainsi que l'expression des pages, le mot page, qui est aussi une métaphore, et on peut parler ici d'une métaphore filée, puisque après la métaphore du livre, il y a la page qui appartient au même champ lexical. Donc, la lecture de ces murs revient à dire finalement qu'il est en train de lire un livre où chacun des condamnés qui l'ont précédé a voulu laisser sa trace. Et donc, il va citer les noms de quelques condamnés à mort qui sont célèbres, et à un moment donné, il découvre sur le mur le dessin de la guillotine, c'est-à-dire de cette machine qui va lui couper la tête tout à l'heure, et donc cette découverte va le déstabiliser, va le bouleverser, et il va être obligé d'arrêter la lecture de ces murs. Au chapitre 12, le narrateur nous dit « Je me suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux, puis mon effroi d'enfant s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. » La curiosité, donc c'est ce sentiment de curiosité qui le pousse à se relever et à continuer la lecture de son mur. Autrement dit, de son livre. Il est curieux, il veut savoir, il veut créer un lien avec tous ceux qui l'ont précédé, et cette lecture en elle-même est une source de véritable souffrance pour le narrateur. Au chapitre 13, le narrateur va faire une nouvelle découverte. Il va être le spectateur terrifié par le spectacle du ferrage des forçats. Donc il entend du bruit dans la prison de Bicêtre. Il demande à un guichetier ce qui se passait, et le guichetier l'invite à changer de cellule pour assister au ferrage des forçats. Et le narrateur, spectateur cette fois-ci, va être
bouleversés, terrifiés par ce spectacle où les forçats sont torturés, sont violentés, sont traités de façon inhumaine par leurs guichetiers, leurs garde-chiourmes, mais ce spectateur va devenir lui-même objet de spectacle lorsque tous les regards des forçats vont se tourner vers lui. Il aura l'impression qu'ils veulent entrer dans sa cellule et qu'ils veulent l'agresser, et c'est à ce moment-là qu'il va tomber dans les pommes, comme on dit, il va s'évanouir, il va perdre connaissance, et il va donc être transporté à l'infirmerie. Ce qui fait qu'au chapitre 14, le narrateur ouvre les yeux et découvre qu'il n'est plus dans sa cellule, mais qu'il est plutôt sur un grabat à l'infirmerie. Le chapitre 14 commence par ces phrases: « Quand je revins à moi, il était nuit, j'étais couché dans un grabat, une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. » Et là, quand il est à l'infirmerie, il est dans des conditions meilleures, et il a aussi une fenêtre, il pouvait voir à travers la fenêtre le départ des forçats ferrés vers Toulon, où ils vont faire leurs travaux forcés. Au chapitre 15, le narrateur nous dit: « Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie, le cachot me reprit. » Alors, cette phrase suffit pour comprendre ce chapitre, puisque le narrateur qui était à l'infirmerie va revenir à son cachot, et nous avons cette phrase très significative, le cachot me reprit, qui est une personnification et qui montre que le narrateur n'est plus maître de lui-même, il est l'objet du destin, et même le cachot le récupère. Et là, dans ce chapitre, il va se souvenir des gens qu'il a rencontrés à l'infirmerie. Il a rencontré des médecins et des sœurs de charité qui se sont comportées gentiment avec lui, qui avaient l'air d'avoir pitié de lui, mais au fond, il comprend maintenant que ce n'était pas de la pitié, mais que ce n'était que de la simple curiosité. Car s'ils avaient vraiment pitié de lui, ils n'avaient qu'à lui laisser une porte ouverte pour qu'il puisse se sauver. Et dans la même perspective, nous sommes au chapitre 16, le narrateur se rappelle de ce qui s'était passé à l'infirmerie. Il avait entendu une chanson chantée par une fille, et cette chanson est une chanson dite en argot. Il fait un effort pour comprendre de quoi il s'agissait dans cette chanson, et découvre que c'est une chanson qui parle de l'exécution d'un condamné à mort, ce qui le fait encore trembler encore plus. Au chapitre 17, le narrateur arrive au bout de sa souffrance, et il a envie de partir, il a envie de se sauver, il a envie de s'évader, et le chapitre commence par la phrase suivante: « Oh, si je m'évadais, comme je courais à travers champs, comme je courais à travers champs. » Et ça, c'est un désir chez le narrateur. Il veut se sauver, il veut partir, il veut quitter la prison, et il s'enfonce dans un rêve où il va justement rêver qu'il avait quitté Bicêtre, qu'il s'était évadé, qu'il avait traversé les champs, qu'il était arrivé à un port, qu'il allait prendre un bateau pour partir en Angleterre, et que soudain il fut arrêté par un gendarme qui lui demande son passeport, et là le narrateur se réveille. Et quand il se réveille, il était 6 heures du matin,
c'est ce qu'on comprend au chapitre suivant, le chapitre 18. Et vous devez savoir que c'est à partir de ce chapitre 18 que commence justement le dernier jour d'un condamné. C'est le titre du roman. Et le titre renvoie justement à ce chapitre. C'est le début du dernier jour. Et ça commence à 6 heures du matin parce que le narrateur entend les 3 coups de l'horloge de la chapelle et les 6 coups de l'horloge de la chapelle. Il comprend qu'il était 6 heures. Et à 6 heures, il reçoit la visite du guichetier de garde qui se comporte avec lui de façon étrangement gentille parce qu'il ne se comporte pas d'habitude avec lui de cette façon. Donc, il a ôté sa casquette, il s'est même excusé pour le dérangement et ce qui montre qu'il fait un effort, c'est dans la phrase suivante, il m'a demandé en adoucissant de son mieux sa rude voix. En adoucissant de son mieux sa rude voix. Remarquez avec moi dans cette phrase l'utilisation de l'antithèse dans les 2 mots, adoucissant et rude, donc, qui met en valeur l'effort fourni par le guichetier pour se montrer gentil. Et si cette gentillesse est inhabituelle, elle est aussi étrange puisque elle cache derrière elle une mauvaise annonce, ce qui pousse le narrateur à se poser la question, est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Est-ce que cette gentillesse finalement n'est pas au fond une maladresse pour transmettre au narrateur le message que c'était son dernier jour? Et à cette question, le narrateur va répondre automatiquement au chapitre 19 par la phrase exclamative suivante, c'est pour aujourd'hui. Une phrase exclamative qui ouvre et qui ferme le chapitre et une phrase exclamative qui exprime un sentiment de terreur et d'horreur puisque le narrateur reçoit cette fois-ci la visite du directeur qui se comporte de façon non moins habituelle que celle du guichetier de garde et qui annonce en filigrane que c'était le dernier jour et qu'il devait quitter Bicêtre pour partir à la conciergerie. Alors imaginez avec moi le sentiment du narrateur, et c'est sur ça que veut insister ici l'auteur, Victor Hugo. Imaginez la situation d'un personnage qui reçoit soudainement le message implicite qu'il devait être exécuté le jour même. Il a envie, il a cet instinct de survie, de vouloir sauver sa peau, et c'est pour cette raison qu'au chapitre 20, il parle surtout de la prison. Il dit ces phrases magnifiques, ce geôlier avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine, comme sous la forme de gris ou de verrou. Et là, c'est une réflexion magnifique sur la prison. La prison ne se réduit pas seulement aux murs et aux barreaux de fer. La prison, c'est aussi les hommes qui vous entourent de toutes parts. Et donc, le narrateur arrive à cette idée qu'il était dans l'impasse, qu'il ne peut plus se sauver, qu'il était condamné à mourir. Et ce sont les 2 dernières lignes qui expriment véritablement cette terreur du personnage. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Et au chapitre 21, le narrateur reçoit une nouvelle visite, celle du prêtre. Une visite aussi terrible que les 2 premières visites. Rappelez-vous bien de la première visite, celle du guichetier de garde, suivie par celle du directeur.
Et là, il reçoit la visite du prêtre. Et le prêtre n'est pas moins violent, n'est pas moins maladroit. Et il s'assoit devant le narrateur et qu'est-ce qu'il lui dit? Cette phrase terrible: mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé? Êtes-vous préparé? Donc, c'est une façon de lui rappeler qu'il va mourir. Encore une nouvelle souffrance qui s'ajoute aux deux premières souffrances qui ont été produites par le guichetier de garde et par le directeur. À cette souffrance va s'ajouter aussi celle de l'huissier, parce que après le prêtre arrive l'huissier, un homme habillé en noir, couleur du malheur, et qui apporte aussi un message de malheur. Qu'est-ce qu'il va apporter comme message au narrateur? Il va lui dire, il va lui lire une lettre de la part du procureur général selon laquelle son pourvoi en cassation a été rejeté. Donc, il n'a plus la possibilité de changer de verdict, de changer de jugement, et donc il est condamné définitivement à mort. Et l'huissier finit par lui dire ces phrases terribles: l'arrêt sera exécuté, je suis à la page 84, l'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? Et donc là, le narrateur arrive au paroxysme de l'horreur et de l'angoisse, puisqu'il est dans la certitude qu'il va mourir le jour même. Et donc, au niveau du temps, nous avons vu que c'est à partir du chapitre 18 que commence le dernier jour d'un condamné. Au niveau de l'espace, c'est à partir du chapitre 22 auquel nous sommes arrivés maintenant. Le narrateur se trouve déjà à la conciergerie de Paris, et dans le chapitre 22, qu'est-ce qu'il fait? Il nous raconte le voyage, le transfert entre Bicêtre et la conciergerie. Il est parti dans la voiture avec le prêtre et avec l'huissier et 2 gendarmes et 4 gendarmes qui les escortaient. Pendant le voyage, le prêtre et l'huissier n'arrêtaient pas de parler et en manifestant toute leur indifférence à la souffrance et à la présence du condamné à mort. Nous sommes au chapitre 23 et là, c'est un chapitre où il y aura une rencontre importante, aussi bien pour le narrateur, mais aussi et surtout pour l'auteur, qui est Victor Hugo, puisque Victor Hugo a toujours envie de placer des arguments contre la peine de mort. Donc le narrateur arrive à la conciergerie, il est reçu par le directeur de la conciergerie, comme s'il était un objet. Vous remarquez cette phrase: l'huissier m'accompagnait toujours. Excusez-moi, oui, cette phrase de la page 93. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. Entre les mains duquel l'huissier m'a remis. Donc remarquez dans cette phrase que le narrateur est réduit à un objet qu'on fait passer d'une main à une autre. Il passe de la main de l'huissier à la main du directeur de la conciergerie. Et dans ce chapitre, le narrateur va rencontrer le frioche, qui veut dire, c'est un mot en argot qui veut dire un condamné à mort. Et ce frioche est décrit comme un homme dégoûtant, comme un homme repoussant,